Il fut le premier à prononcer ce nom, non pas simplement comme une réplique, mais comme un héritage. Bon, James Bond. Sean Connery a posé les fondations du plus emblématique des espions de l'histoire du cinéma. Mais au fil des années, alors que le smoking passait à un autre, un successeur apporta une version de Bond qui divisa les fans et réveilla quelque chose de profond chez Connery lui-même. Pendant des décennies, il resta discret, voire énigmatique, sur ce qu'il pensait réellement de l'homme qui lui avait succédé, Roger Moore. Mais dans ces dernières années, le silence se brisa enfin. Deux bons, une seule ombre. Lorsque Sean Connery endossa pour la première fois le rôle de James Bond dans Dr. No en 1962, personne, ni les producteurs, ni les fans, ni même Connery lui-même, n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Il n'était pas un choix évident. À l'époque, il était un acteur relativement inconnu d'Édimbourg, élevé dans la pauvreté, marqué par l'odeur des brasseries et des usines de caoutchouc dans le quartier ouvrier de Fountainbridge. Il n'avait aucune formation formelle, aucun contact à Hollywood, mais il avait autre chose, une présence, une force, une masculinité brute, non polie, qui força le monde à le remarquer. Pendant la décennie suivante, Connery devint le visage de Bond. De From Russia with Love à Goldfinger, Thunderball et You Only Live Twice, il redéfinit le héros d'action. Son Bond n'était pas seulement élégant, il était dangereux, froid quand il le fallait, brutal s'il était provoqué. Mais sous cette surface, il y avait une vulnérabilité, une obscurité, qui faisait croire au public qu'il n'était pas invincible. Il était juste incroyablement doué pour survivre. Mais lorsque You Only Live Twice sortit en 1967, Connery était épuisé. La célébrité, la presse, les rôles répétitifs, tout cela pesait lourdement sur lui. Il sentait que le personnage était devenu une formule. Pire encore, il se sentait piégé. Il déclara un jour, frustré, « Je ne suis pas Bond, je suis Connery ». Il voulait partir, et pendant un temps, il le fit. La sortie de Diamonds Are Forever en 1971 devait être son dernier film officiel en tant que Bond, du moins, c'est ce qu'il pensait. Quand Connery se retira, les producteurs se retrouvèrent avec un vide béant. Ils avaient besoin d'un Bond capable non seulement d'égaler le succès de Connery, mais aussi de faire survivre la franchise sans simplement l'imiter. Cet homme fut Roger Moore. Contrairement à Connery, Moore était raffiné, aristocratique dans son ton, plus léger dans son approche. Il avait été la vedette de la série télévisée The Saint, élégant, charismatique, toujours impeccablement vêtu. Son premier film, Bond, Live and Let Die, introduisit un nouveau genre de 007, fini la rudesse. À la place, du charme, de l'audace et un clin d'œil complice. Connery observe, d'abord en silence. L'homme qui avait rendu Bond intimidant le voyait maintenant sourire au milieu des explosions et faire des blagues pendant les fusillades. Les films de Moore misaient davantage sur les gadgets, le kitsch et le spectaculaire. Pour Connery, c'était déstabilisant. Il ne dit pas grand-chose publiquement, mais en privé, selon ses amis et certains journalistes, il était partagé. Il respectait la carrière de Moore, mais le changement de ton, l'humour, le détachement, ne lui convenait pas. Puis vint Moonraker en 1979. Connery, vivant discrètement entre l'Espagne et les Bahamas, assista apparemment à une projection à Londres. Des années plus tard, interrogé sur cette expérience, ses mots furent tranchants, sans être cruels. Il s'est tellement éloigné de toute crédibilité dans la réalité. Pour moi, cela ne repose plus autant sur le personnage. Ça dépend trop des effets. Ce n'était pas un rejet, c'était une déception. Connery n'en voulait pas à Moore, mais il ne pouvait pas prétendre que c'était encore le bon pour lequel il s'était battu. Des chemins différents, le même fardeau. À la fin des années 1970, Sean Connery et Roger Moore étaient deux des hommes les plus célèbres de la planète. Mais en dehors des écrans, leur vie avait pris des tournants très différents.
Connery avait depuis longtemps exprimé la pression que représentait le rôle de Bond. Il décrivait souvent ce rôle comme une cage dorée, une bénédiction qui l'avait rendu riche et célèbre, certes, mais qui lui avait aussi coûté son intimité et parfois son identité. Il ne pouvait pas marcher dans les rues de Londres sans entendre quelqu'un crier « James Bond !» et cela le dérangeait profondément. Pour Connery, Bond était un personnage qu'il avait interprété, pas une définition de qui il était réellement. À l'inverse, Roger Moore savourait la lumière des projecteurs. Là où Connery fuyait les interviews et les tapis rouges, Moore y évoluait avec aisance. Son charme détendu n'était pas une façade, c'était sa véritable nature. Et le public l'adorait pour cela. De Live and Let Die à A View to a Kill, Moore joua dans 7 films de Bond, devenant ainsi l'acteur ayant incarné le rôle le plus longtemps. Il embrassa pleinement l'humour, les gadgets, le spectaculaire. Son Bond misait moins sur le réalisme que sur le fantasme. Et pour une nouvelle génération de fans, cela suffisait. Mais le fardeau d'être Bond les suivait tous deux. Connery, même après avoir officiellement pris sa retraite du rôle, était assailli d'offres pour revenir. L'un des exemples les plus célèbres fut Never Say Never Again, une production hors du giron d'Eon et un remake libre de Thunderball. Connery fut attiré par un cachet de plusieurs millions de dollars, bien plus que ce qu'il avait touché pour les films originaux. Mais l'expérience le laissa amer. La production était chaotique, la presse impitoyable, et Connery déclara clairement par la suite qu'il n'avait aucune intention de rejouer Bond. Il considérait cette expérience comme un rappel de pourquoi il était parti à l'origine. Moore, quant à lui, resta plus longtemps que beaucoup ne le pensaient approprié. Lors de A View to a Kill, il avait 57 ans, plus âgé que tous les autres acteurs de Bond, avant ou après lui. Les critiques soulignèrent l'écart d'âge entre lui et ses partenaires à l'écran, bien plus jeunes. Moore lui-même admit plus tard qu'il aurait probablement dû arrêter plus tôt. « J'étais seulement environ 400 ans trop vieux pour le rôle », plaisanta-t-il dans ses mémoires. Malgré leurs différences, les deux hommes partageaient quelque chose que peu d'autres pouvaient comprendre. Ils avaient porté le poids de Bond, et cela les avait transformés. Moore était souvent interrogé sur ce qu'il ressentait à l'idée de succéder à Connery. Sa réponse était toujours la même, respectueuse, voire humble. Il était le meilleur. J'ai juste joué le rôle à ma manière. Je n'ai jamais essayé d'être Sean. Et même si Connery avait des réserves sur la direction qu'avait prise le personnage, il n'a jamais nié la difficulté de prendre cette relève. Dans l'une de ses dernières interviews, Connery déclara « Roger l'a fait avec élégance. Il a apporté autre chose. Ce n'était pas facile. » C'était peut-être la déclaration la plus proche qu'il ait jamais faite de ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Que par-delà les critiques et les désaccords artistiques, il y avait de l'admiration, et peut-être même de la compréhension, un lien au-delà de l'écran. Bien que les médias aient souvent présenté Sean Connery et Roger Moore comme des rivaux, deux icônes d'un même personnage, séparés par le ton et la personnalité. La vérité était plus complexe et bien plus humaine. En public, ils apparaissaient rarement ensemble. Il n'y avait pas de retrouvailles mises en scène, ni de séances photos dans des magazines montrant les deux Bonds côte à côte. Mais en coulisses, loin des projecteurs, il n'y avait aucune animosité. Leur relation était discrète, professionnelle, voire amicale, à sa manière modeste. Les deux hommes venaient de milieux modestes. Connery des rues industrielles d'Édimbourg, Moore de Stockwell, dans le sud de Londres, où il était né en 1927 d'un père policier et d'une mère au foyer. Comme Connery, Moore ne venait ni de l'argent ni du privilège. Il avait commencé comme apprenti animateur avant d'intégrer la Royal Academy of Dramatic Art. Les parallèles étaient subtils, mais bien présents. Deux garçons issus de la classe ouvrière qui s'étaient refrayé un chemin dans une industrie dominée par les accents aristocratiques et les relations d'élite. Et tous deux, chacun à leur manière, avaient conquis ce monde. Mais là où Connery était réservé,
Moore était ouvert, et c'est Roger Moore qui, souvent, montrait de la gentillesse à huis clos. En interview, Moore parlait de Connery avec une chaleur sincère. Lorsqu'on lui demandait s'il ressentait la pression de succéder au Bond original, Moore souriait simplement et disait « Comment pourrait-on rivaliser avec Sean ? C'est impossible. Alors je n'ai pas essayé. » Il n'était jamais sur la défensive, jamais dédaigneux. Il louait toujours le Bond de Connery comme étant la référence. En 2008, lors d'un événement presse pour la sortie de Quantum of Solace, on interrogea à nouveau Moore sur Connery. Il rit doucement et déclara « Sean était Bond. Nous autres ne faisons que semblant. » C'était le genre d'honnêteté autodérisoire qui faisait la réputation de Moore. Et Connery, bien que plus lent à faire des compliments en public, commença à s'adoucir dans ces dernières années. Selon ses proches, Connery en vint à voir l'air Bond de Moore avec une nouvelle perspective. Dans l'un de ses derniers entretiens avant que sa santé ne décline, il reconnut que la version de Moore avait apporté Bond à des gens qui, autrement, ne se seraient jamais connectés au personnage. Il ne s'excusa pas de préférer une version plus brute, mais il accepta que le succès de Moore ait contribué à faire perdurer la franchise. En fait, lorsque Moore décéda en mai 2017 après un court combat contre le cancer, Connery publia une rare déclaration publique. Elle était brève, mais sincère. « J'ai été très attristé d'apprendre la disparition de Roger. Nous avions une relation exceptionnellement longue, selon les standards hollywoodiens, empreinte de respect et d'affection mutuelle. Pour les fans qui spéculaient depuis longtemps sur des tensions entre les deux, ce fut un moment de clarté. Quelles que fussent leurs différences dans l'interprétation de Bond, elles n'étaient jamais personnelles. Il ne s'agissait pas d'ego, il s'agissait d'héritage et de la compréhension qu'ils avaient chacun porté la même torche, à leur manière, à travers différentes décennies. Et au final, ce lien, sans jeu de mots, fut ce qui demeura. L'homme derrière le masque. Lorsque Sean Connery entra dans la soixantaine, il s'était complètement éloigné de la machine hollywoodienne. Il refusait les interviews, évitait les tapis rouges et prit une retraite discrète après le tournage de The League of Extraordinary Gentlemen en 2003. Un film qu'il n'aimait pas et qu'il accusa plus tard d'avoir confirmé sa décision de quitter l'industrie. Alors que le monde continuait à le voir comme James Bond, Connery, lui, n'avait aucune envie de vivre dans le passé. Il préférait la discrétion aux éloges. Il s'installa aux Bahamas avec sa seconde épouse, Micheline Roquebrune, une artiste franco-marocaine qu'il avait épousée en 1975. Leur relation était fondée sur le respect mutuel et une compagnie silencieuse mais solide. Elle lui apportait la stabilité, il lui offrait sa dévotion. Celui qu'on associait jadis au charme de séducteur de Bond passait désormais ses journées à peindre, à jouer au golf et à relire des livres auxquels il n'avait pas eu le temps de s'attarder dans sa jeunesse. Mais en vieillissant, Connery devint aussi plus réfléchi. Les murs qu'il avait autrefois érigés autour de lui commencèrent à se fissurer, même légèrement. Et alors que sa santé déclinait, des sources confirmèrent qu'il avait souffert de démence dans ces dernières années. Son entourage remarqua quelque chose d'inattendu. Il parlait de plus en plus du passé. Pas des tapis rouges ou des gros titres, mais des relations, des gens. Et l'un des noms qui revenait le plus souvent était celui de Roger Moore. Selon Micheline et plusieurs amis proches, Connery évoquait souvent l'ironie étrange de l'héritage Bond, comment deux hommes qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui se voyaient rarement et qui avaient incarné le même rôle de manière si différente, pouvaient être à ce point liés. Un soir, il déclara au cours d'un dîner « Roger et moi n'avions rien en commun, sauf tout. » C'était une phrase énigmatique, mais ceux qui le connaissaient comprenaient ce qu'il voulait dire. Tous deux avaient porté le même poids. Tous deux avaient été adorés, critiqués, remplacés et jamais oubliés. Tous deux avaient reçu des lettres de fans qui croyaient que Bond était réel.
Tous deux avaient été dirigés par des producteurs leur expliquant comment marcher, comment tenir un pistolet, comment lever un sourcil juste assez pour vendre une scène. Et tous deux avaient connu la solitude d'être vus uniquement comme un personnage. Lorsque Roger Moore décéda en 2017, Connery s'était déjà retiré encore plus profondément de la vie publique. Mais sa réaction, en privé, aurait été émotive. Un ami de la famille se rappela qu'à l'annonce de la nouvelle, Connery s'était assis en silence pendant plusieurs minutes avant de murmurer « C'était le dernier qui comprenait ». Ce n'était pas seulement du chagrin. C'était la reconnaissance qu'un chapitre s'était réellement refermé. Malgré sa réserve, Connery n'était pas insensible. En vérité, il avait toujours été profondément loyal envers l'Écosse, envers sa famille. Et oui, envers ces rares personnes qui comprenaient ce que cela signifiait de porter le nom de Bond. Son admiration pour Moore était peut-être discrète, mais elle était réelle. Et à mesure que sa propre fin approchait, Connery semblait déterminé à ce que le monde le sache, avant qu'il ne soit trop tard. La dernière voix. En octobre 2020, quelques semaines seulement avant son 90e anniversaire, Sean Connery s'est éteint paisiblement dans son sommeil, chez lui, aux Bahamas. Le communiqué officiel de sa famille fut bref, digne, à l'image de l'homme lui-même. Il avait souffert de démence au cours de ces dernières années et, selon sa femme Micheline, il est parti sans douleur. Mais dans les mois qui ont précédé sa mort, Connery avait commencé à s'ouvrir de manière rare et vulnérable, notamment sur son passé et sur ceux qu'il avait autrefois tenus à distance. L'un des derniers entretiens qu'il accepta, donné en privé à un journaliste en qui il avait confiance depuis des années, n'était pas destiné à faire la une. C'était une conversation simple, réfléchie, intime. Et dans cet échange, Sean Connery parla enfin, avec une clarté incontestable, de Roger Moore. Il en a fait quelque chose de personnel, déclara Connery à propos de l'interprétation de Bond par Moore. Je n'étais pas d'accord avec tout. Je trouvais que parfois, ça allait trop loin, trop léger, trop absurde. Mais Roger n'essayait pas d'être moi. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. C'était la reconnaissance la plus directe que Connery ait jamais formulée. Il n'édulcorait pas ses opinions, mais il ne rabaissait pas non plus Moore. Il offrait plutôt une forme de paix, une reconnaissance finale que leurs approches étaient différentes, mais tout aussi valables. Il poursuivit. Les gens ont toujours essayé de nous opposer. Ils voulaient une rivalité, mais nous n'avons jamais été ennemis. Si l'on veut, nous étions deux soldats ayant combattu la même guerre, juste à des époques différentes, et nous y avons survécu, ce n'est pas rien. Ce rare moment d'honnêteté émotionnelle était saisissant, surtout venant de Connery, un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à éviter toute sentimentalité en public. Mais à 89 ans, alors que sa santé déclinait et que le rideau tombait lentement, il n'y avait plus besoin de jouer un rôle. Ce qui restait, c'était la vérité. Ses proches racontent qu'au cours de ces derniers mois, Connery revenait souvent à ses souvenirs, pas seulement de films, mais de personnes. Il gardait une petite pile de lettres dans un tiroir à côté de son lit. Parmi elles, une note manuscrite de Roger Moore, envoyée des années plus tôt après l'anoblissement de Connery, en 2000. « Tu as été le premier à porter le smoking », avait écrit Moore, « et mieux que quiconque depuis. » Cette lettre resta avec Connery jusqu'à la fin. Il est facile d'imaginer ces deux hommes comme des concurrents, éternellement comparés par les fans, les critiques et les producteurs. Mais en réalité, ce qui les liait allait bien au-delà d'une franchise. C'était une compréhension silencieuse entre deux acteurs qui avaient donné une part d'eux-mêmes à un rôle qui ne les avait jamais vraiment quittés. Et dans les derniers instants de sa vie, Sean Connery choisit de ne pas parler en tant que Bond, ni comme une légende, ni comme une célébrité. Il parla simplement en tant qu'homme, un homme qui avait enfin trouvé la paix avec celui qui lui avait succédé. L'héritage qu'il partageait. Après le décès de Sean Connery en 2020, les hommages affluèrent du monde entier. Fans, collègues acteurs, réalisateurs et même membres de la royauté saluèrent la disparition d'un homme
qui avait redéfini le héros d'action moderne. Mais pour ceux qui avaient suivi la franchise James Bond depuis ses débuts, cette perte avait une autre dimension, celle d'un chapitre silencieusement refermé, un chapitre qui n'avait pas commencé uniquement avec Connery, mais aussi avec le lien tacite qu'il partageait avec Roger Moore. Leur parcours s'était en réalité reflété l'un l'autre de manière subtile. Les deux hommes furent anoblis pour leurs services rendus au cinéma, Connery en 2000, Moore en 2003. Tous deux furent des icônes à contre-cœur, mal à l'aise face à la manière dont le monde les associait profondément à 007. Tous deux tentèrent, à plusieurs moments, d'échapper à l'ombre de Bond. Et tous deux finirent par accepter que leur nom resterait à jamais lié au rôle, non pas comme un fardeau, mais comme un héritage. Dans les années qui suivirent la mort de Moore en 2017, Sean Connery se fit de plus en plus discret. Mais lorsqu'il parlait, ses mots étaient choisis avec soin, empreints de réflexion. Une remarque en particulier retint l'attention. Prononcée lors d'un rassemblement privé, peu avant que sa santé ne commence à décliner. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il pensait du fait d'être principalement retenu comme James Bond, Connery aurait souri et dit « J'ai passé des années à essayer de me détacher de Bond. Mais peut-être que j'avais tort. Peut-être que Bond m'a plus apporté que je ne lui ai apporté. » Ce sentiment venant de Connery, longtemps perçu comme critique envers le rôle qu'il avait rendu célèbre, était révélateur. Il montrait une réconciliation, non seulement avec le personnage, mais aussi avec ceux qui l'avaient incarné après lui. Roger Moore, avant tout. Roger, lui aussi, avait connu les doutes et les moqueries à ses débuts dans le rôle. Les critiques l'accusaient d'être trop doux, trop comique, trop détaché. Mais avec le temps, la version de Bond incarnée par Moore trouva sa propre forme d'affection. Non pas parce qu'il remplaçait Connery, mais précisément parce qu'il ne cherchait pas à le faire. Il redéfinit le rôle sans effacer ce qui l'avait précédé. Et ce faisant, il permit à la version de Connery de rester intemporelle, intouchable. Aujourd'hui, lorsque les fans débattent de qui était le meilleur Bond, la conversation revient souvent à ces deux hommes. Mais pour ceux qui les connaissaient, la vraie question n'était pas qui l'a mieux joué, mais ce que chacun a apporté au rôle que personne d'autre ne pouvait offrir. Connery apporta le danger. Il rendit Bond réel, imparfait, violent, imprévisible. Moore apporta la légèreté. Il fit de Bond un fantasme, élégant, espiègle, inspirant. Ensemble, ils formèrent deux moitiés d'un même mythe. Et c'est peut-être pour cela que, finalement, Connery prit la parole, non pas pour revendiquer une supériorité, non pas pour régler des comptes, mais pour clarifier une chose, que malgré leurs différences, il respectait profondément l'homme qui avait repris le flambeau, l'avait porté à sa manière, puis transmis. Voilà l'héritage qu'ils partageaient, pas seulement Bond, mais la dignité, la résilience, et un respect discret, durable, qui leur a survécu à tous les deux. Et vous, selon vous, lequel de ces deux acteurs a apporté le plus de cœur au personnage de James Bond, Connery ou Moore? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres récits inoubliables du cinéma.